Dans cette situation, cette voiture peut circuler sur la voie des cyclistes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, nous avons un panneau qui nous informe que c'est une chaussée pour les circulations douces. Donc ça s'appelle aussi chaussée-doux. C'est-à-dire que la voie centrale, qui est ici, est bidirectionnelle. On peut circuler dans les deux sens de circulation. Donc cette voiture grise peut circuler dans ce sens-là et la voiture qui est ici peut circuler comme ça. Normalement, si la voiture grise est toute seule sur sa voie, elle va utiliser la voie du milieu constamment jusqu'au bout et laissera la place aux cyclistes dans sa voie qui est réservée. La particularité ici, c'est que si on rencontre quelqu'un qui est en face, on a le droit de se mettre temporairement dans la voie de droite, le temps de croiser l'autre véhicule, et une fois qu'on a fini de croiser l'autre véhicule, il faudra de nouveau circuler au milieu. Donc, dans cette situation, cette voiture peut circuler sur la voie des cyclistes. Oui, parce qu'elle croise un autre véhicule. Et après, par contre, dès qu'elle aura fini de croiser ce véhicule-là, il faudra qu'elle revienne dans la voie du milieu. Donc, réponse A. En permis probatoire, je suis limité à 70 km/h. Réponse A. 80 km/h. Réponse B. 90 km/h. Réponse C. Donc, si vous avez bien observé la vidéo, attention, hein, on ne peut pas revenir en arrière le jour de l'examen. Donc, si vous n'avez pas bien observé, vous ne pourrez pas répondre à la question. Donc là, vous avez vu, on sort d'agglomération. Donc, à partir du moment où on sort d'agglomération, la limitation de vitesse qui est générale à tout le monde, c'est 80 km/h. Et quand je suis en permis probatoire, je reste aussi à 80 km/h. Ça, les limitations de vitesse, vous devez absolument les connaître par cœur. Donc, si vous ne les connaissez pas, faites-vous un petit tableau avec toutes les limitations de vitesse et apprenez-les par cœur. Donc, réponse B. Les feux de route éclairent au minimum à 50 mètres. Réponse A. 100 mètres. Réponse B. 150 mètres. Réponse C. Juste pour rappel très rapide, on peut circuler en feu de route quand les conditions sont bonnes au niveau météo, qu'il n'y a personne en face et qu'il n'y a pas d'éclairage, donc des lampadaires qui sont allumés. Là, il n'y a rien de tout ça, donc je peux circuler en feu de route. Et vous devez savoir que les feux de route éclairent au minimum à 100 mètres. C'est réponse B. Je viens de dépasser ce véhicule. Je peux commencer à mettre mon clignotant pour me rabattre dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. On peut envisager de se rabattre après un dépassement une fois qu'on voit le véhicule dans le rétroviseur, comme ici, dans le rétroviseur intérieur. Ça veut dire que les distances de sécurité entre ce véhicule-là et moi sont suffisantes. Donc là, comme je vois le véhicule dans mon rétroviseur, je peux commencer à mettre mon clignotant pour ensuite me rabattre dans la voie de droite. C'est réponse A. Jeune conducteur, par temps sec, je suis limité à 100 km/h. Réponse A. 110 km/h. Réponse B. 130 km/h. Réponse C.
Donc avant de répondre à la question, il faut toujours regarder où on se trouve. Et là, on a un bon indice qui nous dit qu'on est sur l'autoroute. Donc là, c'est l'autoroute A20. On nous dit que c'est par temps sec et que je suis jeune conducteur. Faites bien attention à l'énoncé, c'est important, hein. Donc quand je suis jeune conducteur sur l'autoroute, je suis limité à 110 km/h. Les autres conducteurs ont le droit, eux, de rouler à 130 km/h, mais moi, je dois descendre à 110. Donc c'est réponse B. Le clignotant droit du véhicule A est une indication pour le conducteur du véhicule B. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le conducteur du véhicule B peut s'engager sans risque. Oui, réponse C. Non, réponse D. Est-ce que le clignotant droit du véhicule A est une indication pour le véhicule B? Oui, c'est une indication. Ça lui donne une information sur le fait que lui veut effectuer quelque chose sur la droite. Ensuite, le conducteur du véhicule B, est-ce qu'il peut s'engager sans risque? Alors, on pourrait se dire que si celui-ci tourne à droite, celui-là peut démarrer. Mais attention, il faut aussi qu'il surveille ceux qui viennent de droite, en face. Il faut aussi qu'il surveille voir s'il y a personne qui va dépasser celui-ci au moment où il va ralentir pour tourner à droite. Et puis, il peut quand même y avoir un problème, c'est que des fois, les gens mettent des clignotants un peu trop tôt. Ils le mettent ici, alors que, par exemple, ils veulent rentrer chez eux. Ils veulent s'arrêter le long du trottoir ou ils veulent tourner dans leur chemin pour rentrer dans la maison. Ils ont mis le clignotant un peu trop tôt. Ils auraient dû le mettre au niveau de l'intersection pour ensuite faire quelque chose après l'intersection. Donc il faut se méfier, le clignotant droit, ce n'est pas non plus sûr à 100% qu'il tourne à droite. Il l'a peut-être soit oublié, ça peut arriver, soit il a l'intention de faire quelque chose après l'intersection et il l'aurait mis trop tôt. Donc, est-ce qu'il peut s'engager sans risque? Non, réponse D. En tournant à droite, j'emprunte immédiatement l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on peut voir que là, vous avez le panneau bleu qui nous indique autoroute, mais il y a aussi des panneaux blancs en dessous. Donc, ce n'est pas que l'autoroute de proposer sur cet axe-là. La preuve, c'est que là, vous avez un cartouche qui est jaune. Donc, quand c'est jaune, c'est la couleur de la départementale. Donc, c'est pas l'autoroute. Donc ici, vous allez utiliser une départementale et plus loin, vous aurez la possibilité de rejoindre l'autoroute, mais pas tout de suite. Donc, est-ce que j'emprunte immédiatement l'autoroute? Non, réponse B. En révision, vous voyez, je vous mets tous les cartouches possibles avec les couleurs. Ça, vous devez le savoir par cœur, donc c'est à apprendre. Pour ne pas louper mes vidéos suivantes, n'oubliez pas de vous abonner et puis d'activer surtout la cloche de notification, comme ça vous serez prévenu dès que j'ai une vidéo qui est en ligne. J'en mets très fréquemment. Et si vous appréciez mes explications, mettez-moi un like, ça c'est pour me faire plaisir. Allez, on passe à la question suivante. La chaussée va passer de 2 voies à 1 voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule dans la bonne voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si on compte le nombre de voies, on se rend compte que là, il y a 3 voies. Donc, je vais passer de 3 voies à 2 voies puisque celle-ci va se terminer, hein. Il y a les flèches de rabattement, donc elle va bientôt s'arrêter et donc elle n'existera plus. Donc, on va se retrouver avec 2 voies. Donc, est-ce que je vais passer de 2 voies à 1 voie? Là, c'est non, réponse B, c'est de 3 voies à 2 voies. Je circule dans la bonne voie. Si on nous dit rien, c'est qu'on roule en marche normale, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de dépassement et qu'on respecte la limitation de vitesse.
et qu'on est à la vitesse maximale autorisée. Là, comme on ne me dit rien, je n'ai rien à faire dans la voie du milieu, je dois revenir dans la voie de droite. Parce qu'en marche normale, on roule à droite, obligatoirement. Donc là, c'était réponse B et D. À cette intersection, je peux aller à droite, oui, réponse A, non, réponse B. À gauche, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, si on observe, on a une bande stop qui fait toute la largeur de la route. Donc, logiquement, ça, c'est un sens unique. Les voitures ne peuvent arriver que dans ce sens-là. Et pour moi, ça sera un sens interdit. La preuve, on a aussi le panneau qui nous dit sens interdit. Donc, je n'ai pas le droit de tourner à droite. Est-ce que je peux tourner à gauche? Oui, tout à fait. Donc, c'était réponse B et C. Après avoir stationné dans cet emplacement, l'ouverture de la portière passager est sans danger. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le véhicule est stationné dans une zone où il a le droit de stationner, hein, on voit les marquages qui l'autorisent. Et sur la droite, il y a une bande cyclable. Donc vous voyez, c'est le point de vue d'un cycliste d'ailleurs. Donc c'est pour le mettre en sécurité, il est un peu à l'écart. Toutefois, il faut quand même qu'il fasse attention à l'ouverture des portières. Et moi, quand je vais descendre mon passager, il va falloir qu'il surveille aussi, voir s'il n'y a pas de cycliste qui arrive non plus. Donc c'est pas sans danger. Donc c'était réponse B. Je n'ai pas pris la bonne sortie. Je reviens sur la chaussée principale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, on me dit que j'ai pas pris la bonne sortie qui est ici. J'aurais dû rester dans cette voie-là, dans la chaussée principale. Est-ce que, comme je me suis trompée, est-ce que je peux revenir dans la voie principale? Eh bien non, on ne peut pas pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a des voitures qui sont derrière et qui roulent forcément plus vite que moi, hein, puisque moi je dois ralentir pour prendre la sortie. Donc ils vont aller plus vite que moi, donc je vais les gêner. Mais en plus de ça, et ça c'est la raison principale, c'est que quand je vais commencer à m'écarter, je vais franchir cette ligne continue. Et là, c'est interdit de franchir une ligne continue. Donc du coup, pour toutes ces raisons-là, je ne peux pas changer de voie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir et je vais essayer de retrouver mon itinéraire pour pouvoir reprendre la bonne direction, mais un peu plus tard. C'est pas grave, il y a toujours d'autres solutions. Ne jamais se mettre en panique. On va peut-être faire 3 km de plus, mais c'est pas bien grave plutôt que de se mettre en danger et de mettre en danger les autres. Donc là, c'était réponse B. Je vais rencontrer un céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, si on revient en arrière, on peut voir que là, on rentre sur l'autoroute. Donc forcément, on va avoir un céder le passage au bout de la voie d'insertion. Donc c'est une voie d'insertion. On l'appelle aussi autrement voie d'accélération. Donc on va avoir une sorte de rampe de lancement pour essayer d'avoir la même vitesse que les autres qui circulent sur l'autoroute. Donc il ne faut pas ralentir, bien au contraire, il faut accélérer. Donc est-ce que je vais rencontrer un céder le passage
Oui, ça sera un céder le passage, mais là, exceptionnellement, sur une voie d'insertion, il faudra accélérer pour avoir la même vitesse que les autres. Plus ou moins fort en fonction du trafic, mais il faudra augmenter son allure. Donc là, c'était réponse A et D. Pour aller au port de Rouen, je m'insère devant les camionnettes, réponse A, entre les camionnettes, réponse B, derrière les camionnettes, réponse C. Donc, port de Rouen, c'est ici, ce qui veut dire que je dois prendre cette voie-là. Je dois changer de voie. Pour aller dans la voie droite, on peut voir d'ailleurs que c'est une voie d'entrecroisement. Je vous apprends un terme que vous devez savoir aussi après. Donc l'entrecroisement, c'est quoi? C'est que c'est à la fois une voie d'insertion, donc il y en a qui vont arriver de derrière, vous avez vu, et lui, comme lui derrière, il va s'insérer sur la 2x2 voies. Mais c'est aussi une sortie. Donc je vais sortir par là pour pouvoir aller, soit une sortie ou une bifurcation, ça va dépendre du lieu, hein, mais l'entrecroisement aussi, c'est pour pouvoir changer de direction aussi. Donc je vais utiliser cette voie-là pour ralentir et pour pouvoir utiliser soit la sortie, soit la bifurcation. Ça s'appelle une voie d'entrecroisement. C'est pour ça qu'on voit ce véhicule-là qui a son clignotant à droite, parce que lui, peut-être qu'il vient de derrière, mais qui va vouloir aller à droite, ou peut-être qu'il s'est déjà, peut-être qu'il s'est déjà mis dans cette voie-là, d'accord? Et qu'on voit ce véhicule bleu là, qui vient certainement de cet axe-là, et qui va vouloir, lui, aller en direction de Orléans, de changer de voie. Alors, si je décide de passer devant la camionnette bleue, il va falloir en plus de ça un certain temps, parce qu'elle est assez loin devant moi. Donc là, j'aurai peut-être plus la distance nécessaire pour le faire, et si je le fais, je risque de lui couper le nez parce qu'elle va aller de plus en plus vite, et moi, je risque de passer devant elle sans distance de sécurité. Ça sera trop faible, les distances de sécurité, donc trop dangereux. M'insérer entre les camionnettes, c'est trop dangereux aussi parce que là, il n'y a presque pas de distance d'intervalle entre les deux, donc si je me mets entre les deux, l'intervalle de sécurité ici ne sera pas suffisant du tout. Le mieux, c'est de lâcher un petit peu l'allure et de m'insérer derrière cette camionnette avec une distance de sécurité qui sera suffisante. Donc je m'insère derrière les camionnettes. Réponse C. La voiture se rabat trop près devant moi. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la voiture, elle a quasiment fini son dépassement. Elle est sur le devant. La route n'est pas large. Si je klaxonne, elle risque d'avoir peur et de faire un coup de volant, surtout que maintenant elle a terminé son dépassement. Donc, je risque de la mettre en danger et de me mettre en danger. C'est pas un danger immédiat. Elle va plus vite que moi, elle va finir par avoir un peu plus de distance que moi. Moi, au besoin, si je vois que c'est dangereux, je vais lâcher l'accélérateur pour augmenter mes distances. C'est ce qui est le mieux à faire. Donc, c'était réponse B. Je circule dans une rue à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux rencontrer des cyclistes venant en sens inverse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, on peut voir, qu'est-ce qui va nous dire qu'on est dans une rue en sens unique? Ça peut être les voitures qui sont toutes dans le même sens, mais ça, c'est pas toujours fiable parce qu'il y en a qui se garent en contresens de circulation. En agglomération, je vous rappelle que c'est pas autorisé, hein. Mais là, surtout, on a un bon indice celui-ci est fiable, ce sont les feux. Il y a un feu tricolore qui est de chaque côté de la route. Donc, on est bien en sens unique. Vous avez aussi le marquage qui se voit un peu moins, mais on voit que pour aller tout droit, il faut se mettre sur la voie de gauche. Donc, je circule en sens unique? Oui, réponse A. Est-ce que je peux rencontrer des cyclistes venant en sens inverse? Eh bien oui, vous avez vu, vous avez une bande cyclable qui est dans un sens et dans l'autre. Donc, on peut en rencontrer aussi en sens inverse. Donc, c'était réponse A et C. En cas d'accident,
J'avertis les secours depuis mon téléphone portable en composant le 911. Oui, réponse A. Non, réponse B. En composant le 112. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc c'est un numéro européen qui est valable sur tous les téléphones, hein. C'est le 112. Donc c'était réponse B et C. Je tourne à droite. Je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. À une intersection, en règle générale, donc vous là vous avez vu, vous avez le feu vert. Et en règle générale, quand vous avez le feu vert, quand vous allez tourner à droite ou à gauche, les piétons seront aussi au vert. Donc à chaque fois avant de tourner, il faudra vérifier si, évidemment le pictogramme s'il est vert, et s'il est vert, s'il n'y a pas de piéton non plus qui traverse d'un côté ou de l'autre, hein. Donc ici, là, il y a un piéton, donc je dois le laisser passer. Donc est-ce que je passe? Non, réponse B. Conduire avec des vitres sales est gênant? Oui, réponse A. Non, réponse B. Fatigue la vue? Oui, réponse C. Non, réponse D. Et oui, quand c'est sale, on voit moins bien. Donc notre œil, il fait plus d'efforts pour essayer de détecter les choses. Donc comme il fait plus d'efforts, il va aussi fatiguer aussi. Donc là, c'était réponse A et C. Les deux plaques d'immatriculation de mon véhicule peuvent être différentes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, une plaque d'immatriculation doit être la même devant et derrière, donc elle doit posséder les mêmes lettres et les mêmes chiffres. Elle doit être aussi rivetée, c'est-à-dire qu'elle doit être inamovible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'enlever comme ça. Donc elle doit être bien fixée au véhicule. Et puis, l'identifiant territorial doit être le même. Donc ça doit être le même devant et derrière. Donc c'était réponse B. En période probatoire, je peux circuler à 110 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 130 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la question est de savoir où est-ce qu'on se trouve sur ce type de route. Est-ce que je suis sur l'autoroute? Parce que c'est vrai que ça peut ressembler à l'autoroute, hein, puisqu'on a un rail de sécurité qui nous sépare avec ceux d'en face, on a plusieurs voies. Il y a plein d'indices qui nous disent que non, en fait, on n'est pas sur l'autoroute. Déjà, vous avez ce panneau-là. Le panneau route prioritaire, vous ne l'aurez pas sur l'autoroute parce que automatiquement, si vous êtes sur une autoroute, c'est que vous êtes sur une route prioritaire. Ensuite, les panneaux qui sont ici, là, eh bien, normalement, là, vous avez vu, vous avez le panneau qui vous dit, vous pouvez zoomer au fait. C'est une nouveauté qu'il y a sur YouTube. Si vous voyez pas bien, par exemple, ce dessin-là, vous prenez sur vos téléphones, hein, vous pincez comme pour agrandir une photo, comme vous faites sur vos téléphones habituellement, et vous allez voir, vous pouvez zoomer et regarder plus précisément ce qu'il y a sur la diapo. Ça, c'est super intéressant, donc n'hésitez pas à le faire si besoin. Donc, je reprends ce que je disais. Ici, là, vous avez le symbole qui vous dit entrée d'autoroute, d'accord? Donc, ça sera pour rejoindre l'autoroute A26. D'ailleurs, il n'y a même pas de direction notée pour l'instant. Donc, là, on n'est pas sur l'autoroute. Et celui-ci aussi, là, ce panneau-là, il n'est pas bleu, d'accord? Donc, s'il n'est pas bleu, c'est qu'on n'est pas sur l'autoroute non plus, hein. Les panneaux doivent être bleus ici.
Donc là, tout ça, ça nous dit qu'on n'est pas sur autoroute. Donc, on est sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central, qui est ici. Donc, quand on est sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central, je vous rappelle la limitation de vitesse, elle est de 110 km/h pour n'importe quel conducteur, d'accord? Elle est de 110 km/h. Vous êtes jeune conducteur, donc quand c'est jeune conducteur, votre vitesse, elle redescend à 100 km/h. Ça, c'est pour les jeunes conducteurs, pour les A. Donc, en période probatoire, est-ce que je peux circuler à 110 km/h? Non, je suis limité à 100. Donc, en fait, c'est non pour les deux. Réponse B et D. À cette intersection, j'attends au niveau du feu. Réponse A. Je dépasse par la droite. Réponse B. Bon, alors si vous en êtes jusqu'à la 33e question, c'est que je pense que vous appréciez mon style de correction. Et si vous estimez que ma chaîne mérite d'être connue par d'autres personnes qui doivent passer le code, eh bien, aidez l'algorithme, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un petit like et un commentaire, surtout un commentaire. En plus, j'aime bien voir vos commentaires, donc n'hésitez pas. Alors, à cette occasion, est-ce que j'attends donc au niveau du feu ou est-ce que je dépasse par la droite? Donc, on a vu que depuis tout à l'heure, si je reviens en arrière, pareil. Donc, on voit que là, on arrive donc au niveau d'un feu. Là, on voit un véhicule, vous voyez, qui est en train d'attendre pour pouvoir tourner à gauche. Donc là, quand on va avancer un petit peu plus, on va bien voir qu'elle a son clignotant à gauche. Et donc, elle attend que les voitures d'en face passent pour pouvoir tourner à gauche à son tour. Alors, là, la voiture de devant, elle est en train de passer par la droite. Est-ce que nous, on a le droit de faire la même chose? Donc, en fait, c'est là la question. On a toujours le feu vert quand on arrive au niveau de l'intersection. Donc, est-ce que nous aussi, on peut faire la même chose? Oui, si on a suffisamment de largeur entre le véhicule qui veut tourner à gauche et puis le trottoir, eh bien, évidemment, on peut se mettre dans la voie de droite, même s'il n'y a pas de marquage au sol, mais là, il y a de la place pour pouvoir contourner ce véhicule, parce que nous, on va tout droit, d'accord? Donc, à cette intersection-là, je n'ai pas besoin d'attendre au niveau du feu, je peux le dépasser par la droite. Donc, c'était bien la réponse B. Pour réduire la consommation de carburant, je lâche l'accélérateur maintenant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Là, je suis déjà, moi, à 50 km/h, d'accord? Et là, j'ai deux panneaux de danger. Un qui m'annonce une succession de virages dont le premier sera à gauche, et un autre qui m'annonce une priorité à droite. Vous voyez qu'on est en agglomération, puisqu'il y a des maisons. Donc, si je suis en agglomération, les panneaux sont mis par rapport au danger et à l'intersection 50 mètres avant environ. Quand on lâche l'accélérateur, la voiture, elle va perdre très lentement, très progressivement son allure. Donc c'est tellement progressif que même à 50 km/h, si je lâche 50 mètres avant mon allure, je vais arriver, je sais pas, à peu près à 30 km/h au niveau de l'intersection, qui semble être pas trop mal. Donc c'est intéressant de lâcher maintenant son accélérateur, parce que comme ça, on participe à l'éco-conduite. On va consommer moins de carburant, donc ça sera intéressant pour vous parce que ça va vous coûter moins cher. Surtout en ce moment avec le prix du carburant au niveau des stations essence, je pense que vous allez être très intéressé pour pouvoir consommer le moins possible. Donc c'est intéressant de lâcher l'accélérateur maintenant pour pouvoir consommer là le moins possible et en plus de ça, vous allez polluer moins aussi. Alors pourquoi? Parce qu'en plus de ça, pourquoi vous allez consommer moins et donc polluer moins? C'est que quand vous allez lâcher l'accélérateur, il existe la coupure d'alimentation en poussée, c'est-à-dire sur les nouveaux véhicules, c'est-à-dire que vous allez consommer 0 litre sur toute cette distance-là. Vous n'utilisez pas le carburant pour faire avancer la voiture, mais vous utilisez l'inertie, l'élan de la voiture
pour arriver jusqu'à l'intersection. Et vous consommez 0 litre au 100. C'est pas comme si vous laissiez votre moteur allumé. Là, vous avez besoin d'énergie pour faire tourner votre moteur. Là, quand vous roulez, l'énergie qui est utilisée pour faire tourner votre moteur, c'est l'énergie des roues qui va entraîner un petit peu le mécanisme du moteur et qui va maintenir le moteur allumé. Mais du coup, il n'y a pas besoin de carburant pour que ça fonctionne. Donc ça s'appelle la coupure d'alimentation en poussée. C'est un petit peu scientifique, mais ça peut intéresser ceux qui sont curieux ou qui veulent en savoir un petit peu plus au niveau mécanique. Donc, je répète, quand je lâche l'accélérateur en voiture, ma voiture maintenant consomme 0 litre au 100. Donc plus vous lâchez l'accélérateur, plus ça sera intéressant. Donc n'hésitez pas à le faire. Du coup, là c'est la réponse A. En partant vers la gauche, je reste sur l'axe prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois céder le passage aux autres usagers. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pareil, si vous avez des difficultés avec les priorités, n'hésitez pas à aller sur le lien où je vous explique tout. Donc voici ça c'est un autre lien. Comme ça, après, vous ne ferez plus du tout d'erreur là-dessus. Alors, donc en partant vers la gauche, est-ce que je reste sur l'axe prioritaire? Donc moi, je viens toujours du bas du trait. Ma route principale, c'est la route qui est épaisse, qui reste épaisse comme ça. Donc si je pars vers la gauche, je continue et je reste sur la route principale. Donc en effet, je reste sur l'axe prioritaire. Je serai prioritaire. Est-ce que je dois céder le passage aux autres usagers? Non. Les autres usagers, ils viennent de là ou de là. Et dans ce cas-là, ils auront un stop ou un céder le passage. Donc je n'ai pas à leur céder le passage. Donc c'était réponse A et D. Cette victime bloque la circulation. Il faut la déplacer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le fait de déplacer une victime, ça peut avoir de lourdes conséquences pour elle, parce que on risque de lui abîmer sa colonne vertébrale et il y a un risque de paralysie. Donc c'est important de ne pas déplacer une personne accidentée, sauf évidemment s'il y a un risque de suraccident. Donc ça veut dire que même si on sécurise les lieux, il y a un risque qu'un autre véhicule, c'est trop important, un risque d'un autre véhicule risque de nous rentrer dedans. Mais normalement l'idéal c'est d'être à plusieurs et de pouvoir arrêter la route si besoin. Il y aura plus de voitures qui circulent, mais on ne déplace pas la victime. Ça c'est l'idéal. Mais s'il y a un risque d'incendie ou de noyade de la personne parce que la voiture elle est en train de couler, là évidemment vous allez bouger la personne. Mais en dehors de ces cas de figure-là, on ne bouge pas la personne. Donc c'était réponse B. En cas de choc, quel passager arrière est le mieux protégé? Le A, réponse A. Le B, réponse B. Les deux, réponse C. Alors, au niveau de leur ceinture de sécurité, on ne peut pas voir s'ils ont mis la ceinture de sécurité sur la photo. Par contre, on peut constater une chose, c'est qu'il y a une différence sur les appuis-têtes. Cette passagère-là a bien son appui-tête au niveau de sa tête. Par contre, lui, ça ne le protège pas du tout du cou du lapin. Vous avez vu, c'est pas au niveau de sa tête, au niveau de ses oreilles. Donc, lui, il est mal protégé. D'accord? Donc là, c'était réponse B. Les effets de l'alcool sur la conduite provoquent une augmentation du temps de réaction. Réponse A. Une meilleure maîtrise du véhicule. Réponse B. Un excès de confiance. Réponse C. Un comportement parfois agressif. Réponse D.
Alors, on nous demande les effets d'alcool sur la conduite. Qu'est-ce que ça provoque? Alors, en effet, ça va provoquer une augmentation du temps de réaction. On va être beaucoup moins réactif, donc c'était bien la réponse A. Non, ça ne provoque pas une meilleure maîtrise du véhicule, bien au contraire, on sera beaucoup moins alerte et beaucoup moins précis dans nos réactions, donc c'est l'inverse. Est-ce que ça provoque un excès de confiance? Des fois, oui, ça peut provoquer un excès de confiance. Souvent, la personne qui est alcoolisée se sent capable de conduire, pense avoir tous ses réflexes alors que ce n'est pas le cas. Et elle peut même avoir un comportement parfois agressif. Donc c'était bien la réponse A, C et D. Certains médicaments, délivrés sans ordonnance, ont des effets néfastes sur la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il faut savoir que même les médicaments sans ordonnance peuvent comporter des risques. Donc il est important de signaler au pharmacien que l'on conduit pour savoir si ces médicaments sont compatibles avec la conduite. Vérifiez l'angle mort avant de partir. Évite de surprendre, réponse A. Évite d'être surpris, réponse B. Évite l'usage du clignotant, réponse C. Alors, contrôler un angle mort avant de quitter un stationnement, ça permet d'évaluer le nombre de véhicules qui arrivent sur les différentes voies, parce qu'il peut y avoir une voie et puis une deuxième voie de dépassement, par exemple. Souvent, dans le rétro-gauche, on voit la voie qui est juste à côté, mais assez loin, pas une distance assez proche, et on voit encore moins la deuxième voie qu'il pourrait y avoir sur la zone de dépassement. Il pourrait y avoir un véhicule qui veut se rabattre, et moi je m'engage à ce moment-là, et ça deviendrait très dangereux. Donc dans tous les cas, de toute manière, il faut contrôler le rétroviseur intérieur, le rétroviseur extérieur et l'angle mort, les trois choses, avant de mettre un clignotant. D'accord? Et ensuite, une fois que j'ai contrôlé tout ça, j'ai mis mon clignotant, en même temps que je m'engage, je revérifie une dernière petite fois. Donc tout ça permet d'éviter de surprendre les autres usagers, mais aussi nous d'être surpris. Dans tous les cas, je mets mon clignotant. Donc là, c'était réponse A et B. Le symbole permettant de localiser les témoins d'usure est identique sur tous les pneus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce symbole-là, c'est en effet le témoin d'usure. Ça veut dire que si on remonte au niveau de ce symbole-là, on observe là, on le voit ici, une petite bosse là. Quand la gomme là, elle arrive à la même hauteur que cette bosse-là, c'est que le pneu est à changer. Alors, est-ce que c'est toujours ce symbole-là? Non. Des fois, vous aurez l'indice TWI, qui veut dire témoin d'usure en anglais, d'accord? Ou alors le petit bibendum aussi Michelin, vous savez, le petit bonhomme là, boursouflé. Donc, c'était réponse B. Mon meilleur ami est en retard. Il me demande de passer. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors on constate que là, le feu est clignotant. Donc la barrière est encore en hauteur, mais dans quelques secondes, elle va commencer à descendre. À partir du moment où j'ai un feu rouge, qu'il soit fixe ou clignotant d'ailleurs, je dois absolument m'arrêter. D'accord? Je n'accélère pas pour passer. Même si je suis en retard ou que mon passager, comme c'est le cas, me demande de passer. Je ne l'écoute pas et je m'arrête. Il faut savoir quand même qu'au niveau des passages à niveau, on a fait état de 150 collisions par an.
à peu près, et ça cause quand même le décès de 30 personnes, c'est quand même pas négligeable. Et c'est surtout la cause principale, c'était des gens qui avaient peur d'être en retard et qui passent le passage à niveau pensant avoir le temps. Donc là, c'était je m'arrête, oui, réponse A. Une femme enceinte est dispensée du port de la ceinture de sécurité à bord du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une ceinture de sécurité correctement positionnée, ça ne perturbe en rien la femme enceinte ni le bébé, et ça les protège efficacement en cas d'accident. Donc c'est obligatoire pour la future maman, qu'elle soit conductrice ou passagère, hein, c'est pareil, hein, ou qu'elle soit à l'avant ou à l'arrière, c'est obligatoire. Donc une femme enceinte est dispensée, ça veut dire qu'on n'est pas obligé. Donc une femme enceinte est dispensée du port de la ceinture de sécurité à bord du véhicule. Non, réponse B. J'ai des problèmes d'audition. Je dois passer une visite médicale pour avoir l'autorisation de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il n'y a pas de visite médicale à passer quand on a des problèmes d'audition. Ça ne fait pas partie des restrictions. Donc là, c'était réponse B. La vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, réponse A, 90 km/h, réponse B, 100 km/h, réponse C, 130 km/h, réponse D. Alors, quand on observe cette photo-là, on voit ici qu'on est sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. Hein. On voit ici le terre-plein, et donc c'est séparé, et on a une confirmation avec une bande blanche. Donc, on est sur une route à l'axe rapide. Ensuite, soit on est sur une route pour automobile, où la limitation maximum est de 110 km/h, soit on est sur l'autoroute, où la limitation maximum est de 130 km/h, parce que vous voyez là, ici, sur la photo, il fait beau. Qu'est-ce qui nous dit qu'on est sur l'autoroute ? C'est le panneau bleu. Quand vous avez un aire de repos qui est de couleur bleue, c'est que vous êtes forcément sur l'autoroute. D'accord ? Ça, à savoir par cœur. Hein. Vous faites une petite fiche aussi, à mettre dans les révisions, pour savoir. À savoir que le 90 km/h aussi ne nous concerne pas. On me dit pas que je sors, donc je ne suis pas concernée par ce panneau-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a un panonceau avec une flèche qui dit qu'en fait, ceux qui veulent prendre l'aire de repos, là, doivent rentrer à 90 km/h dans la voie. Ce n'est pas mon cas, donc moi je respecte la vitesse maximale autorisée sur autoroute qui est de 130 km/h. Donc là, c'était réponse D. En cas d'accident, un passager non attaché à l'arrière fait courir un risque aux autres passagers arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aux passagers avant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors oui, hein, en cas d'accident, s'il y a un passager qui n'est pas attaché à l'arrière, il peut faire courir un risque aux autres passagers, qu'ils soient à l'avant ou à l'arrière. Donc là, c'était réponse A et C. J'ai pu parcourir 10 km pour trouver une station de gonflage. Par rapport à la préconisation du conducteur, je dois diminuer la pression des pneus de 0,3 bar. Réponse A. Augmenter la pression des pneus de 0,3 bar. Réponse B.
C'était une des petites questions que je vous avais dit de réviser, hein, ceux qui font partie de la petite formation pour avoir les astuces pour progresser plus rapidement. On va voir si vous avez donc bien révisé ça. En effet, quand vous parcourez 10 km, le pneu chauffe déjà. À partir des 3 km, le pneu va commencer à chauffer. Encore plus si vous roulez plus vite. Donc, au bout des 3 km, il vaut mieux augmenter la pression des pneus. Donc là, c'était réponse B. L'utilisation intempestive et inopportune de l'avertisseur sonore est sanctionnée par une amende forfaitaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par un retrait de points. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, concernant cette question, l'utilisation intempestive et inopportune, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on exagère trop en klaxonnant trop fréquemment et trop longtemps. Et inopportune, ça veut dire que c'est pas forcément au moment où c'est important de le faire. Par exemple, si je le fais en agglomération, je n'ai pas le droit de klaxonner en agglomération, sauf en cas de danger immédiat. Si c'est pas un danger immédiat, eh bien c'est une utilisation inopportune. Si je klaxonne dans un bouchon, ça aussi, c'est sanctionné. Alors c'est sanctionné par quoi? C'est sanctionné par une amende forfaitaire, c'est une contravention de 2e classe, mais par contre, il n'y a pas de perte de points. Donc là, c'était réponse A et D. Pour réduire la somnolence et la baisse de vigilance au volant, je pars en étant reposé. Réponse A. Je fais des pauses régulièrement. Réponse B. Je fais un copieux repas. Réponse C. Pour réduire la somnolence au volant et éviter la baisse de vigilance, la baisse d'attention au volant, en effet, il vaut mieux partir reposer. Et on vous conseille de faire une pause au moins toutes les 2 heures. Faire un copieux repas, ça va être l'inverse. Là, ça risque de vous provoquer une somnolence ou une baisse de vigilance. Donc c'est réponse A et B. Pour passer le permis, l'acuité visuelle binoculaire après correction doit être supérieure ou égale à 1/10, réponse A, 5/10, réponse B. Alors, la vision binoculaire, elle doit être au moins égale à 5/10 en effet. Et si vous avez un œil qui est borgne ou qui ne voit même pas 1/10, l'autre doit absolument pouvoir voir les 5/10 absolument. Donc c'est 5/10, réponse B. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je chevauche la ligne continue. Oui, réponse C. Non, réponse D. Vous avez un piéton qui n'est pas sur l'accotement, mais qui marche sur le bord de la route. Hors agglomération, on est censé faire les 1,50 m pour s'écarter du piéton et le dépasser en toute sécurité. Mais il y a la ligne continue, donc là c'est compliqué. Est-ce qu'on reste derrière? Est-ce que je le dépasse? Il n'y a personne en face. Normalement, je n'ai pas à chevaucher la ligne continue. Attention, c'est pas franchir. Franchir, c'est avoir les 4 roues carrément de l'autre côté. Chevaucher, c'est être à moitié l'un, à moitié l'autre. Est-ce que je peux chevaucher la ligne continue? Là, ça fait partie du bon sens et de la sécurité, d'accord? Parce que c'est la sécurité qui va primer sur tout le reste, sur le respect du code de la route. Donc ici, comme je dois laisser un intervalle d'1,50 m pour dépasser ce piéton, qui ne me voit pas arriver en plus de ça, je vais ralentir
pour éviter le risque d'accident, mais il est aussi préférable de s'écarter légèrement et donc de chevaucher légèrement la ligne continue pour pouvoir le dépasser sans danger, plutôt que de mettre sa vie en péril. Donc là, dans cette situation, est-ce que je ralentis? Oui, réponse A. Et est-ce que je chevauche la ligne continue? Oui, réponse C. Un conducteur novice est en infraction si son taux d'alcool atteint 0,10 g par litre de sang. Oui, réponse A. Non, réponse B. 0,20 g par litre de sang. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, on nous parle d'un conducteur novice, donc jeune conducteur. À quel moment il est en infraction? Eh bien, c'est quand il a un taux qui atteint 0,2 g par litre de sang, et pas 0,10. Donc pour 0,10, c'était non, et pour 0,2, c'était oui. Donc réponse B et C.